prendre un antidépresseur, un anxiolytique, je suis sûr que je contrôle quelque chose parce que je doute de mon corps. Mais en faisant ça, on augmente l'intensité de l'envie de contrôle que nous avons tous au détriment de l'autre mode qui dit est-ce que tu es vraiment dans la vie ou tu n'es pas en train de t'éloigner du corps et on s'éloigne de notre propre existence. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. En France, chaque année, des millions de personnes se tournent vers les somnifères, les antalgiques, les anxiolytiques, les benzodiazépines pour apaiser leurs angoisses, leurs douleurs ou leurs insomnies. 150 millions de boîtes de benzo sont vendues annuellement et 13 millions de Français consomment des antidouleurs. Ces chiffres interpellent, mais derrière eux se dessine une réalité plus inquiétante, la dépendance, ce mal insidieux qui transforme le remède en poison. Accoutumance sournoise, effets secondaires en cascade, sevrage infernal, ces médicaments conçus pour soigner finissent par piéger. Comprendre cette mécanique, c'est aussi questionner nos rapports à la douleur, au confort et à cette recherche incessante de solutions rapides. Pourtant, une autre voie existe. Une voie qui repose sur des solutions durables, ancrées dans la nature et dans la force insoupçonnée de l'esprit humain. Il ne s'agit pas d'une baguette magique, mais d'une clé pour se retrouver, pour reprendre ce que la dépendance avait volé, notre liberté. Parce qu'au-delà des pilules miracles, il y a une force que l'on oublie trop souvent, notre esprit, ce grand architecte du changement. Le vrai antidote, comprendre que rien n'est gravé dans la pierre. Et pour explorer pleinement cette perspective, nous avons la chance d'accueillir l'un des pionniers de l'hypnose médicale, le docteur Jean-Marc Benayem, médecin hypnothérapeute visionnaire, fondateur du premier diplôme universitaire d'hypnose médicale en France, ancien praticien des centres de la douleur de Cochin et Ambroise Paré, et directeur du centre Hypnosis depuis près de 40 ans. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages de référence, notamment L'hypnose ou les portes de la guérison et Une nouvelle voie pour guérir chez Odile Jacob, ou Arrêter de fumer sans se prendre la tête, un coffret que je connais bien, comprenant des séances d'hypnose audio. Alors que sait-on vraiment de l'addiction aux médicaments en France ? Comment l'hypnose peut-elle devenir un allié dans le processus de rétablissement et quelles leçons tirer des travaux du docteur Benayem ? Bonjour docteur, je suis ravie de vous avoir parmi nous ce matin. Bonjour, merci de votre invitation. Ravi si ça peut aider d'aborder tous ces sujets. Eh bien, je pense que ça peut aider énormément puisque, on l'a vu avec les chiffres, les Français sont très adeptes des médicaments. Oui, voilà. Oui, mais c'est aussi les soignants. C'est-à-dire, nous, à l'université, c'est ce qu'on nous a appris. On ne nous a pas dit le patient a des ressources, on dit non, on a beaucoup de médicaments pour les aider à, et on s'est mis beaucoup à prescrire, c'est devenu une habitude. C'est ça. Voilà, peut-être qui est en train d'évoluer, puisqu'on se rend compte qu'il y a des effets secondaires, comme vous l'avez dit, et on est en train d'évoluer en disant mais peut-être que le patient pourrait utiliser des capacités personnelles pour moins se lancer dans des dépendances ou dans des médicaments. Oui, parce que les effets secondaires, là je vais parler d'addiction parce que c'est mon sujet, mais il y en a d'autres, il y en a des divers, et puis notamment destructeurs pour le corps, c'est pas que l'addiction. Voilà, c'est ça. Il y a des effets secondaires qui sont dus aux médicaments qui peuvent abîmer les neurones, etc. Et puis il y a aussi la dépendance, c'est-à-dire je n'ai pas de liberté. Je ne peux pas vivre sans être accompagné par cette substance. Et donc les patients perdent leur liberté et même s'ils disent non, finalement ce médicament n'a pas beaucoup d'effets bénéfiques, mais je le garde, je le lâche pas. Et du coup, cette dépendance, c'est problématique pour retrouver le plaisir de la liberté, de l'autonomie, de tenir par soi-même. Ça tombe bien parce que vous parlez d'accoutumance. Est-ce qu'il y a une différence entre accoutumance et addiction ? Parce que je demande à mes invités leur définition de l'addiction. Est-ce que c'est la même chose pour vous ? C'est un mélange. Disons que l'addiction, on le voit plutôt comme dépendre d'eux, mais c'est vrai que c'est aussi se reposer sur, prendre appui sur quelque chose. Et qui ? Voilà. Et si je prends appui, je vais avoir une bonne posture. Et en fait, non, parce que ce sont des appuis qui ne sont pas fiables. Donc, les personnes tombent. Voilà, j'ai vu un article qu'aux États-Unis, il y a 100 000 jeunes tous les ans qui tombent, qui meurent. D'opioïdes. D'opioïdes, absolument. C'est dire comme nous sommes vulnérables et très influençables, nous les humains. En France, on a moins cette crise des opioïdes et opiacés, c'est la même chose ? Oui, c'est ça. Ouais. C'est beaucoup le fentanyl, beaucoup des médicaments qui sont donnés dans le traitement de la douleur.
et qui provoque des effets un peu euphorisants. Et finalement, il y a eu un trafic qui s'est développé autour de ces substances. Chez les jeunes, hein, d'ailleurs, même la codéine aussi, on voit beaucoup ça chez les jeunes aujourd'hui. Oui, l'idée, c'est... Mais c'est un peu paradoxal. L'idée, c'est pas « je me détruis ». Non, je veux me réparer. Ils sont pas vraiment suicidaires. Hein. Ça va me donner des effets un peu euphorisants, agréables, et d'une certaine manière, je peux accéder à de l'agréable, à du plaisir. Ça va calmer le stress, ça va me calmer mes angoisses. Oui, c'est vrai, en plus ça marche. Pas longtemps, c'est temporaire, mais il y a des effets secondaires. Voilà. Le problème déjà, c'est la temporalité, c'est-à-dire que ça fonctionne un temps, et en plus, c'est la destruction qu'il y a derrière au lieu de réparer. Voilà, c'est connu, les neurologues ont beaucoup étudié ça, hein, c'est cette fameuse boucle qu'ils appellent circuit de la récompense. Je ne sais pas trop si le mot récompense est adapté. Oui, c'est ça. Voilà, ce serait plutôt circuit juste de l'envie, de la dopamine, du plaisir. En fait. Ouais. Et en fait, cette boucle, elle demande. Si on commence à lui donner, elle redemande. Et si je dis, bon, allez, elle redemande. Le problème, c'est que cette boucle, elle est détachée du corps. Elle tourne que sur elle-même. Elle dit pas, tiens, ça détruit le corps. Non, elle est complètement déconnectée du corps. C'est juste un groupe de neurones qui tourne et qui donne envie. Et si je dis oui à cette envie, la boucle devient très forte, elle me domine et j'ai perdu complètement le contact avec le corps. Du coup, il se détruit et je ne sais pas quoi faire parce que je ne le regarde même pas, ce corps. On va en parler parce que le contact avec le corps, ça fait partie des principes fondamentaux aussi de l'hypnose. Oui. Si cette boucle-là, elle demande, quoi qu'il arrive, puisque c'est humain, ce circuit de la récompense, comme on dit, ça veut dire qu'il va falloir lui donner, mais autre chose. Alors absolument, on peut éteindre, si je puis dire, cette boucle en refusant de lui donner quelque chose qui va nous détruire. Mais pour ça, il faut avoir une perception plus élargie, c'est ce que l'hypnose nous permet. Mais on peut effectivement dire, bon d'accord, mais moi j'ai envie d'avoir un peu de bonheur dans la vie, de plaisir. Voilà, je vais peut-être écouter de la musique, je vais peut-être voir mes amis, je vais peut-être marcher un peu et me faire du sport. Voilà. Il y a plusieurs chemins pour ressentir de l'agréable. Voilà, des chemins qui sont très différents, bien sûr, mais qui sont très accessibles également. Et pour parler un peu des médicaments, avant de s'intéresser à l'hypnose, vous avez une classification quand même des médicaments et ceux qui sont les plus dangereux, ceux que vous côtoyez le plus, vous, dans votre pratique ? Nous, ce que l'on voit le plus, c'est des médicaments, parce que comme j'ai travaillé beaucoup dans les centres de traitement de la douleur, c'était plutôt tout ce qui est antalgique, dans lequel il y a effectivement de la codéine. Mais la plupart du temps, ce qu'on nous demande à nous, c'est parce que les spécialistes de traitement de la douleur commencent eux aussi à réduire les prescriptions, les doses de Laroxyl, etc. Donc ça change. Nous, on est plutôt sollicités pour les addictions, alcool, cocaïne, tabac, cannabis, CBD, voilà, c'est plutôt Parce que les gens veulent substances. arrêter ces choses-là qui ne sont pas acceptables, on va dire, et surtout qu'ils ont l'impression que c'est des drogues. Oui. Mais les médicaments, ils ont encore la conscience, peut-être, que c'est quelque chose qui leur fait du bien. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, et c'est celui qui prescrit qui va tenter de réduire ou de moins prescrire, parce qu'on ne va pas s'interposer en disant on va tout changer. Non, ils sont suivis. Par contre, on peut rentrer en relation avec les soignants et leur proposer, si on fait de l'hypnose et que les douleurs diminuent, peut-être qu'on pourrait diminuer lentement la prescription. Et à quel moment, pour les gens qui nous écoutent, un usage thérapeutique qui bascule dans la dépendance, les signes précurseurs, quand est-ce qu'on doit commencer à se dire vous l'avez dit tout à l'heure, un peu, ça ne fait déjà plus trop effet et en plus, je ne peux plus m'en passer, c'est ça ? C'est aussi les effets secondaires, c'est-à-dire on voit des personnes dire « ma mémoire est moins bonne, comme je consomme beaucoup de cannabis, je plane, mais je sens que ma famille s'éloigne. » Je sens que je ne peux pas agir parce que le matin, je suis très fatigué et donc même pour aller au travail, je me sens en difficulté. Pour les somnifères, par exemple, ça c'est important aussi. Beaucoup de gens n'arrivent pas à dormir, prennent des somnifères de plus en plus parce qu'il y a une accoutumance et donc augmentation des doses. Oui. Et le matin, en fait, est-ce que c'est une vraie nuit, une nuit sous somnifère ? On n'est pas soi-même puisqu'on bloque, si je puis dire, le sommeil naturel, c'est-à-dire la physiologie. Et comme le sommeil naturel est mis en pause, je suis obligé de prendre quelque chose pour me forcer à.
Et la personne finit par perdre confiance en elle en disant je ne sais pas dormir. Voilà, je ne sais pas dormir. Alors que c'est comme si on disait je ne sais pas respirer ou je ne sais pas, voilà, mes cheveux arrêtent de pousser. Mais non, c'est comme ça, tu n'as pas à t'en occuper. Et donc, on perd confiance dans le corps. Et c'est cet hyper-focus aussi sur le besoin. Je ne sais pas dormir, il faut que je dorme, c'est ça? Voilà, nous avons des neurones dans le cerveau qui veulent contrôler. Et ils disent, eh ben, tu veux dormir? Oui. Eh bien voilà, tu prends ça et tu es sûr de dormir. Par rapport au phénomène naturel où on dit, je ne sais pas si je vais dormir, j'ai un doute, j'espère que ma fonction naturelle va s'activer. Et en plus, je n'ai pas de contrôle dessus parce que c'est, je dirais, c'est physiologique. Ce n'est pas la volonté qui fait que je dors. Alors que si je dis, ah maintenant je vais prendre un médicament et c'est sûr que je vais dormir. Ah cool, donc je suis sûr de, ah mais sympa, ça me rassure. Alors que dans la vie, non. Il n'y a pas de certitude déjà. Et l'addiction, c'est très, très, très lié à cette peur de l'incertitude. On l'a vu avec un neuroscientifique, Sébastien Boller, qui expliquait vraiment ce truc-là du cortex singulaire qui s'allumait. C'était une alarme qui se déclenchait dès que le cerveau avait l'impression de perdre le contrôle et de ne pas être sûr du résultat d'une action, par exemple. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va se tourner vers quelque chose dont il est sûr, c'est-à-dire le médicament, le verre, le carré de chocolat qui va nous faire du bien tout de suite, en fait. C'est ça, on veut des solutions tout de suite dont on est sûr. Oui, voilà, vous avez tout dit. Le fait de prendre un antidépresseur, un anxiolytique, un somnifère, un antalgique, je suis sûr que je contrôle quelque chose. Et parce que je doute de mon corps, est-ce qu'il est capable de calmer? Il est capable d'être libre? Il est capable... Non, je ne suis pas sûr. Bon, ok, donc je prends quelque chose qui est sûr. Mais en faisant ça, on augmente l'intensité de l'envie de contrôle que nous avons tous, au détriment de l'autre mode qui dit... Le parasympathique, on verra. En fait. Oui, c'est même encore plus large, c'est ce qu'il ressent, mais qui est plus large et qui dit... mais est-ce que tu es vraiment dans ton corps? Est-ce que tu es vraiment dans la vie ou tu n'es pas en train de t'éloigner de la vie, du corps, du naturel? Et on s'éloigne de notre propre existence. Waouh! De toute façon, là, vous avez tout dit. On pourrait s'arrêter là parce que pour moi, c'est ça l'addiction, c'est s'éloigner de sa propre existence. Je veux juste revenir sur un point, c'est que vous avez mis les antidépresseurs dans le lot. Moi, j'ai un doute là-dessus parce que j'ai quand même l'impression que c'est moins addictogène et que ça peut vraiment être sur un long terme. Je le sais parce que je connais très bien ça et que chimiquement parlant, il y a des personnes qui en ont besoin et qui peuvent le garder toute leur vie. Est-ce que vous êtes aussi un petit peu plus nuancé sur les antidépresseurs? Je crois qu'effectivement, il ne faut pas avoir d'avis absolument rigide. Il y a des personnes qui disent « j'en ai eu marre, je l'ai arrêté ». Et puis « ah, et alors ?» Non, ça va. Ok. D'autres qui disent « ah non, je me suis habitué, j'ai essayé de diminuer, j'étais très angoissé ». Donc, à chaque cas, ce sera différent. L'antidépresseur, on a un souci de sevrage, je trouve, pas par rapport à l'angoisse, par rapport au vertige. Enfin, c'est très difficile de réduire sans avoir moi, je trouve que tout le monde dit toujours cette même chose avec certains médicaments, les antidépresseurs. C'est ces vertiges-là, cette nausée, ce truc-là qui fait qu'on est vraiment très mal quand on le prend pas. Moi, je sais que je l'ai oublié quand j'ai ce vertige-là. C'est vraiment très variable. Ça n'est pas systématique. J'ai des personnes qui me disent je suis parti en vacances, je ne l'ai pas pris. Et alors? Non, ça va. Wow. Avec quasiment rien, aucun effet secondaire. J'ai oublié la boîte. Donc, on ne peut pas systématiser. D'accord. Il y a vraiment des personnes qui arrivent à s'en détacher. Mais quelle est la différence? La différence, c'est d'avoir envie ou pas de liberté. C'est-à-dire que si la personne a vraiment envie de retrouver le naturel et qu'elle se sent capable, alors cette envie, ce désir, cette sincérité qu'il y a va faire qu'elle va sécréter les bonnes hormones. Et du coup, elle va dire, non, je vais très bien. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, elle avait tellement envie de se détacher qu'elle a une physiologie différente et elle va ressentir tellement d'agréable de ne plus être dépendre de quelque chose et ça va calmer tous les symptômes de vertige, de peur, de manque, d'angoisse. Tout est calmé par ses propres hormones, bien sûr. Ah oui, parce que dans une addiction, quand on arrête, on peut être galvanisé par les bienfaits de l'arrêt et justement regarder ce qu'on gagne plutôt que ce que l'on perd. Après, pour les antidépresseurs, je suis très nuancée. On va parler de l'hypnose, évidemment.
Donc moi, je suis une grande partisane de l'hypnose. J'ai découvert grâce à l'Institut Raphaël. Et donc, j'en avais déjà fait plusieurs fois pour arrêter de fumer, mais ça n'avait pas fonctionné. Mais j'ai eu un thérapeute, donc Marc Galli, que vous connaissez. Et moi, j'ai aimé parce que ça m'a permis de me sentir à ma place, tout simplement. Donc, d'être bien là où j'étais. Et après, de pouvoir refaire ça, réitérer des expériences toute seule. Et donc, je suis beaucoup dans l'auto-hypnose. Et ça m'a énormément aidée, en tout cas, dans mon parcours de soins pour le cancer du sein, et puis aussi pour l'addiction, en fait. C'était pas prévu, mais c'était ça. Et en tout cas, ça m'a énormément aidée. Et ce que j'ai aimé, j'ai lu vos 2 ouvrages, Une voie de guérison, Une nouvelle voie de guérison, pardon. Une nouvelle voie pour guérir. Une nouvelle voie pour guérir. J'ai les coffrets pour le tabac. Et en fait, même si je n'arrête pas de fumer, ça me permet de sortir du métro et de pas allumer ma cigarette, par exemple. C'est déjà pas mal. Oui, ça fait des pauses. Oui. Et j'ai, en fait, compris que l'hypnose n'était pas du tout ce que les gens pensaient. Alors on parle pas de l'hypnose de spectaculaire, ça, on a compris qu'on n'était pas là-dedans, on n'est pas dans le spectacle. Mais même l'hypnose, on a l'impression que c'est de la magie et que quelqu'un va vous dire un truc, tu ne fumes plus, tu n'es plus fumeur et c'est fini. Moi, je trouve qu'elle a tellement d'autres aspects et tellement d'autres qualités et qu'elle vient nourrir, en fait, au lieu de faire le médicament qui vient soigner le symptôme, on va aller traiter vraiment dans le corps et la cause. Que vous pouvez nous en parler? Oui, vous avez résumé tout. En fait, l'hypnose, c'est pour nous faire passer d'une perception restreinte, un peu figée, obsessionnelle ou focalisée en tout cas, à une perception plus large. C'est un peu comme si on regardait un élément et cet élément que je regarde parce que je voudrais le résoudre fait que toute la périphérie devient floue parce que je ne regarde que cet élément. Et si je veux bien prendre la peine de reculer, d'ailleurs on dit ça dans la vie, tu as pris du recul, tu as pris de la hauteur, et pourquoi? C'est pour dire, ah oui d'accord, il y a des solutions que je n'avais pas perçues qui sont dans la périphérie. Et c'est ça l'hypnose, c'est-à-dire on propose à la personne de brouiller les certitudes qu'il avait pour trouver une perception plus large dans laquelle il va peut-être trouver des solutions thérapeutiques qui le concernent. Voilà, ça c'est la généralité. Si on veut parler spécifiquement des addictions, alors on dira, par exemple, ça c'est un peu anecdotique, un peu drôle, une personne me dit, ou alors voilà, je voudrais vraiment arrêter de fumer, le problème c'est que le tabac, la cigarette, c'est mon ami. Donc il faut brouiller cette perception. Mon meilleur ami même, souvent. Pourquoi pas. Et la personne, je lui dis, ah d'accord, vous restez longtemps avec des amis qui vous font du mal? Non. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Vous finissez par vous en éloigner puisqu'ils sont malveillants envers vous? Oui, d'accord. Donc, on a perturbé la croyance. Ce n'est pas vraiment un ami, c'était une croyance. Et puis, la preuve, c'est que mon corps me dit, mais non, cet ami te blesse, te fait du mal, tu ne vas pas te laisser faire. Pour que la personne qui était dans une sorte de passivité, je subis, veuille bien passer dans l'action. D'accord, je vais me défendre, je ne vais pas me laisser détruire, j'ai du caractère quand même. Mais ces suggestions, vous les faites, pour qu'on comprenne bien, vous les faites à partir du moment où la personne est rentrée dans une transe hypnotique? Oui, mais souvent, la personne est déjà en hypnose quand elle est déjà même chez elle, en disant « Ah, je vais faire l'hypnose tout à l'heure ou demain », elle est déjà dans un état différent. Et quand elle arrive dans le bureau également, et nous, on peut bien sûr dire maintenant, vous allez fermer les yeux et laissez-vous ressentir. Voilà, si on ferme les yeux, ce n'est pas pour dormir, c'est pour quitter le mental et ressentir le corps, puisque c'est lui qui nous guide. Et si pendant une séance, on est en train de penser à la course qu'on doit faire tout à l'heure, à des factures, on pense à autre chose, est-ce qu'on on peut être tout à fait sous hypnose et ressentir? Ah non, pas du tout. Il faut quitter le mental de façon... Donc il y a quand même quelque chose d'actif chez le patient. Oui, absolument. Si je pense à toutes les choses qu'on doit faire, ah oui, il faut que j'appelle machin, il faut que je paye ma facture, on n'est toujours pas avec le corps. D'accord. On est avec le mental qui est très bien. C'est pour ça que ça peut ne pas fonctionner si on reste dans notre mental. Si on reste dans une sorte de maîtrise, absolument. Et toutes les inductions, propositions, suggestions, métaphores visent à ce que la personne
Voilà, quitte quelque chose de réfléchi, parce que c'est bon, elle sait ce qu'elle a à faire, mais elle n'est plus en contact avec son corps qui est en train d'être détruit. Et dès qu'elle devient la muqueuse de ses poumons, ses artères, dès qu'elle devient le corps, elle dit « Ah oui, d'accord, le corps, il n'en veut pas. » Ah ben oui, mais il faut qu'elle devienne son corps. Pas qu'elle retrouve la raison, parce que la raison, elle l'a. Pas. Mais surtout la maîtrise, la volonté, tout ça, on a compris que surtout en termes d'addiction, les pensées limites, enfin dans tout d'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Quand on touche un objet brûlant, qu'on retire la main, on n'a pas dit « Alors, voyons voir, quand c'est brûlant et je dois réfléchir et retirer la main. » Non, on sait que ça brûle. Se fait en un quart de milliseconde. Dès que j'ai touché, ma main a ressenti. C'est parce que je suis avec mon corps. Je ne suis pas avec « Attends, il faut que je réfléchisse. » Donc, quand ça brûle, je dois retirer la main. Ah ben non, c'est trop tard, ça brûle. Et oui, vous le dites, le corps est la clé oubliée de la thérapie. On croyait que c'était la tête qui devait nous guider, mais c'est le corps. Hein. Ça, c'est déjà quelque chose... Et puis, le problème, c'est que les humains, ils arrivent à s'éloigner de leur corps. L'animal, il n'arrive pas. Parce qu'on pense de plus en plus aussi... C'est le cortex qui est trop développé. En fait, voilà, c'est pas de notre faute. Donc ça aussi, c'est assez intéressant d'expliquer aux addicts ou aux gens qui souffrent qu'on n'est pas coupable. Hein. Non, c'est pas nous qui avons décidé d'avoir un cortex si développé. On nous l'a donné d'office. Les hommes préhistoriques pensaient beaucoup moins. Ils pensaient à ce qu'ils allaient manger au repas d'après, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, les animaux qui ont un cortex cérébral moins développé et ne s'intéressent pas du tout ni au vin, ni à l'alcool, ni au tabac, mais à rien. Non, mais c'est le drame de l'humain, c'est-à-dire qu'on lui a donné la conscience du passé et du futur, on lui demande d'être dans le présent. C'est ça que je trouve fou. Et donc, moi, il y a quelqu'un là-haut qui se fout de nous, et j'y crois, vraiment. Je pense que c'est un jeu et c'est quelque chose qu'on est censé arriver à comprendre. Et quand on dit prendre du recul, de la hauteur, pour moi, c'est juste de mettre une conscience au-dessus de tout ça. C'est-à-dire, c'est prendre le recul suffisant pour voir plus large que nos impulsions et dire « Ah d'accord, donc je me suis égaré. Ah, effectivement, j'ai obéi à des neurones fous. Donc, je vais désobéir et puis je reviens dans la vie. J'ai qu'une vie, je ne vais pas la pourrir. » Voilà. Mais qui arrivera à trouver ce chemin? Ce n'est pas tout le monde. Non. Mais déjà, il faut en avoir envie, parce qu'on parle souvent de volonté. Beaucoup d'addicts disent moi, j'ai arrêté de fumer. C'est la volonté. Il y en a beaucoup qui le disent. Hein, et ils ne le savent pas, qu'ils ont sûrement trouvé une force ailleurs. C'est instinctif. C'est instinctif. Ouais, ça... Il y a quelques jours, j'ai vu une personne qui m'a dit ça. C'est un désir, en vrai. Ouais, ça s'est arrêté comme ça, un beau matin. C'est un ras-le-bol. J'ai jeté, Ça marche. Qui est incapable de dire pourquoi. Hein, ça fonctionne très bien. Le détachement, c'est fait. Chez les AA, les alcooliques anonymes, on dit quand on aura marre d'en avoir marre. Et c'est vrai que ça se fait des fois tout seul. Ça y est, on a touché notre fond, on en a marre d'en avoir marre, et à un moment donné, on rend les armes, on capitule, on dit voilà, j'arrête de vouloir croire que je suis plus fort. Et surtout, c'est comme si on essaie de se battre avec quelqu'un qui est hyper costaud, on se prend un KO, 2 KO, 3 KO. Il y a peut-être un moment où on se dit attends, mais il n'est pas beaucoup plus fort que moi finalement, celui-là. Belle image. Et on quitte le ring. Oui, on quitte le ring. Où on allait Je vous l'offre celle-ci pour votre prochaine séance. Allez, on prend. Comment, justement, c'était cette question, mais je l'ai déjà posée, comment se libérer sans passer par l'illusion que c'est la volonté, que ce n'est pas la compréhension qui va aider. Et en fait, ça, on revient à François Roustan, il faut trouver le geste approprié. Ça, c'est de votre ressort. Oui, puisqu'il a fait, c'est vrai, un ouvrage, un livre sur « Il suffit d'un geste ». Hein. Voilà, c'est tout à fait puissant. Et votre ouvrage, avec tous vos entretiens, est exceptionnel. Ah, voilà. Oui, ça plaît beaucoup parce qu'on n'a pas mis des choses compliquées. Non. Et c'est une discussion qui est très, très vivante et ce qui était tout à fait vécu toutes les semaines, on se voyait. Je le conseille d'ailleurs. Il s'appelle « L'art de l'hypnose » avec François Roustan chez Odile Jacob, toujours. Oui. Absolument, ça plaît beaucoup au grand public, puisqu'il est d'un accès facile. Et effectivement, il y a des moments où on discutait de l'attitude à trouver pour que la personne puisse sortir d'une souffrance. Et il se disait, il suffit d'un geste. Et parfois, on trouve ça presque simplé, ridicule. Mais ça lui est arrivé de demander à la personne, installez-vous vraiment bien dans le fauteuil. Il dit, ça va, je suis bien installé. Non, vous êtes tendu. Et donc, le fauteuil était assimilé à la vie, c'est-à-dire je reviens dans la vie, à ma place. Et si je veux bien modifier la posture, à ce moment-là, je retrouve quelque chose de plus souple.
voyez, il y a plein d'éléments qui se conjuguent. Je retrouve la souplesse, je retrouve la posture, je m'y abandonne. Je ne suis plus dans la maîtrise, le contrôle, puisque je m'abandonne au fauteuil qui représente mon existence, et le naturel, etc. Et c'est non Reprendre dit, on n'a pas place besoin dans de son détailler. corps, en fait. Voilà, nous, on en parle, mais quand on le propose aux patients, on ne détaille On pas. ne détaille pas. Mais Il le docteur ressent. Margali, je l'ai invité aussi. Oui, Et là, c'est ce livre, Dans le fauteuil de l'hypnose, installez-vous. voilà, bien sûr. Je crois que c'est ça, hein, dans le fauteuil. Et Oui, puis, il y a oui, vraiment oui. ce truc-là de dire le fauteuil, en fait, c'est une analogie de l'existence. Voilà, exactement, on n'a pas En besoin fait, de on détailler. perd notre place, comme vous l'avez très Oui, justement dit tout à l'heure. On n'a plus notre place dans notre propre existence, en fait. oui, oui, on est décalé. Décalé. Et c'est complètement pas de notre faute en plus. Et alors, ce qui est Voilà, bien avec absolument. vos méthodes, et donc, bon, vous venez aussi vous avez appris aussi beaucoup de François Roustan, qui est vraiment le pionnier en la matière. Il est passé de la psychanalyse à l'hypnose. Et donc, moi, j'adore ça parce que la psychanalyse, j'en ai fait le deuil depuis longtemps. Ouais. À un moment donné, il s'est dit, stop d'aller chercher le pourquoi, du comment, de se torturer, d'être encore dans la recherche de contrôle. Ouais. En fait, il y a autre chose derrière. Et là, c'est là qu'arrivent les ressources. Donc, vous évoquez souvent cette idée d'activer les ressources internes du patient. Et c'est ça qui est hyper déculpabilisant aussi et hyper rassurant de se dire on les a. C'est vrai, on peut faire l'hypothèse que la personne qui vient consulter, parce que tout le monde ne vient pas consulter, est déjà en train d'activer ses ressources. Sinon, elle n'aurait pas pris le temps de venir. Voilà. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait le malade est un bien portant qui s'ignore. J'adore cette phrase. Voilà, il dit, dès que le patient arrive, je le considère presque comme guéri, Wow. puisque quelque chose a bougé. Puis il a pris la peine de venir, il a pris alors qu'il a bien autre chose à faire. Donc il y a un mouvement. Donc il ne le ramène pas à la case départ. Ah, monsieur, vous avez... Mais non, il est en train de guérir. Donc il amplifie le processus de guérison, puisque le patient est là. Et en plus, il y a une communication intuitive. S'il regarde le thérapeute et qu'il dit « Ah bon, il a confiance? Ah bon, il sent que je suis en train de sortir de la souffrance? Ah ben moi aussi !» Et il y a quelque chose qui vient, qui est complètement nouveau, voilà, qui est je suis en train de guérir parce que le thérapeute a confiance en moi. Je suis en train de guérir. Ça, c'est beau parce que j'apprends avec mon fils le prétérit en anglais. I'm doing. Je suis en train. Ce genre, en fait, ça, c'est quelque chose qui est hyper ancré dans l'hypnose aussi. On est en train de faire quelque chose. On est en train de guérir. On est dans un processus, en fait. C'est ça. C'est un mouvement par rapport à la posture toxique, qu'on pourrait dire, où il n'y a pas de mouvement. Mm-hmm. C'est-à-dire, je me laisse envahir, je me laisse dire, oui, je sais bien que c'est nul, mais c'est comme ça, je verrai plus tard. La personne sait très bien tout ce qui se passe, oui. Mais elle est figée par quelque chose. Elle est comme sidérée par une captation qui fait que la personne n'arrive pas à se défendre. Sauf si elle veut bien consulter ou qu'il y a quelque chose qui commence à bouger. Alors la personne dit « Ah, d'accord, j'en peux plus. Ah, mon corps ne va pas bien. Mais je ne vais pas rester dans la passivité. J'ai du caractère quand même. » Et voilà quelque chose qui s'active et où la personne n'est plus dans la posture de victime. Elle veut sortir de quelque chose qui l'oppressait, la dominer. Voilà. Et ça, c'est vraiment le bon moment à saisir pour sortir de... Il faut être opportuniste pour sortir de l'addiction, je le sais bien. C'est-à-dire c'est très taoïste. Moi, j'aime beaucoup la philosophie chinoise. Mais il y a ce truc-là qui est de se dire, il y a des moments où on ne peut pas. Et donc, on se laisse porter par des fois des addictions, on se laisse couler. Et il y a un moment opportun. Et il faut avoir ce don-là de voir ce moment-là où notre corps, notre esprit, tout notre être est prêt à changer. Oui. C'est ça, hein? Oui, c'est vraiment le contraste avec je sais ce que je dois faire, mais je le fais pas. Beaucoup de philosophes ont dit ça. Je sais quel chemin prendre, mais je le prends pas. C'est le propre de l'addiction. Voilà, et c'est pas du tout ni du masochisme, non, c'est juste que il y a d'autres neurones qui m'ont pris pouvoir et qui m'ont détourné de mon chemin et j'arrive pas à les contester, à les critiquer, à dire mais c'est des neurones fous, n'y va pas. J'arrive pas à reprendre en quelque sorte la maîtrise de quelque chose qui me dépasse ou d'avoir la lucidité suffisante pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas moi là, je suis manipulé.
Oui, c'est ça. Parce qu'on dit souvent que l'hypnose, j'ai peur d'être manipulée. En fait, nous sommes manipulés par l'industrie du tabac, par le fait qu'on croit qu'un verre va nous faire du bien ou un somnifère va nous aider à dormir. Donc, on est déjà manipulé. On n'a qu'à continuer, mais dans le bon sens. C'est Ce ça, qui hein. fait que quand le patient dit « Vous allez faire quoi là? Vous allez me manipuler ?» Je dis « Mais non, je vais vous démanipuler. » Ah, démanipuler. Oui, c'est ce que vous venez de Ah dire, oui. puisqu'il faut qu'il redevienne lui-même. En fait, on va apporter de la souplesse. Ça me fait penser un peu aux thérapies psychédéliques qui sont en train d'être étudiées aujourd'hui pour soigner l'hypnose. J'ai les premières études cliniques avec la psilocybine. Est-ce qu'on peut parler ici que ça a un lien avec la plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'il y a des choses, des chemins qui se sont rigidifiés et vous allez y apporter de la souplesse? Oui, on peut dire ça, puisque si on ne change pas, c'est parce que tout est figé, rigide et un peu ankylosé. Ça n'est pas que dans la tête, hein, Ah c'est oui, aussi dans le corps. surtout même, non? Sans doute. Je peux avoir des... Et quand je demande aux patients, mais vous n'avez pas aussi des contractures? Ah oui, oui, effectivement, dans les épaules, c'est un peu rigide. Ah oui, oui, j'ai mon côlon qui est spasmé. Ah oui, de temps en temps, j'ai des maux de tête. Ah, ça doit venir de ma nuque. La rigidité, elle est dans le raisonnement, dans la diction, les croyances, et elle est aussi dans le corps. Mm. Et on ne dit pas ça pour pleurer ou pour se plaindre, non, on dit ça pour voir la connexion. Ça veut dire que le corps, lui aussi, a intégré la rigidité, et c'est pour ça que je le présente comme un guide, puisque si j'assouplis mon corps, peut-être je vais assouplir mes pensées, puisqu'elles sont un peu Bien en sûr. fusionnel. Et donc, il arrive qu'on prenne un chemin différent qui est « Ah, donc il y a quelque chose de rigide, coincé dans votre dos, vous seriez d'accord pour relâcher ?» Et puis voir ce que ça donne si Et vous parfois, changez ça de change pensée. quelque chose de changer de posture. Voilà, de changer de posture et Le mot, de toute d'attitude. façon, hein, posture. Et la pensée change aussi en disant « Ah oui, d'accord, là je vois les choses autrement. » Je suis bien d'accord parce qu'on m'avait souvent reproché. J'étais tout le temps les bras croisés. Et souvent, on me le disait comme s'il y avait quelque chose de fermé qui était « je ne vais pas changer d'avis, je suis sur ma posture et je suis crispée ». Et je sais que ça s'est ouvert tout seul avec la pratique du yoga, des choses comme ça. Et puis, il y a un moment donné où je me rends compte, quand j'ai les bras fermés, je le sens que je suis fermée. Oui, mais c'est un système de défense. On protège, ouais. On met une armure. On protège. Par exemple, quand un petit garçon ou une petite fille est dans un contexte un peu inquiétant à la maison, parce que papa et maman se disputent, parce qu'ils ont divorcé, parce que maman est très en colère, parce que papa me menace de me donner une gifle. Enfin, l'ambiance était un peu tendue et le petit enfant qui est à la maison se crispe pour se protéger et se met beaucoup à réfléchir pour dire il se passe quoi là, s'ils vont se calmer, mais pourquoi elle crie maman tout le temps, mais moi j'ai rien fait de mal, etc. Donc le mental se développe et le corps se crispe, se tend pour se protéger uniquement. Le problème, c'est que cette attitude qui est venue au début dans l'enfance peut persister jusqu'à l'âge de 60 ans. Voilà, parce que ça m'a protégé, donc je lâche pas cette façon de faire. Oui, mais c'est plus adapté, là, c'était bon, tu as plus 5 ans, donc tu pourrais te défendre comme un enfant ne sait pas se défendre. Mais oui, d'accord, mais je garde quand même cette attitude, sauf qu'elle devient toxique puisque la personne finit par avoir des douleurs, se met à trop penser. Et cet Surtout, excès de on commence à mental... consulter aussi. Il y a un excès de éventuellement. consultation. Et moi, je vois énormément de gens autour de moi qui vont consulter non-stop pour une épaule, pour un dos, pour un truc, mais en continu tout le temps. Je sais dans la médecine orientale, on va voir le médecin quand on va bien, avant d'aller mal, quoi. Et ici, d'abord, on n'écoute pas le corps, je crois. Hein, c'est-à-dire qu'on veut absolument que ça aille mieux tout de suite, au lieu de se dire qu'est-ce que vient me dire cette douleur. Voilà, il y a plusieurs raisons de ces multi-consultations de rhumato, de chirurgiens. Il y en a un, je suis toujours l'enfant en détresse qui va demander de l'aide. Ça peut être aussi, je veux trouver la causalité, parce que le mental me dit, faut que tu trouves la cause pour guérir. Et je veux la causalité, je dois avoir une tumeur, je dois avoir un nodule, je dois avoir quelque chose de génétique. Enfin, je dois avoir quelque chose, donc je veux savoir pour guérir. Donc, je cours après les médecins, les spécialistes. Donc, il y a plusieurs façons
plusieurs raisons de consulter, des appels au secours, de trouver la causalité qui nous montrent bien que soit je reste toujours bloqué dans les souffrances de l'enfance, soit mon mental s'est tellement développé qu'il domine et qu'il veut la recherche de cause. Et si je trouve, je pourrais guérir. Et c'est en fait, dans les deux cas, un égarement total. Il y a aussi le cas de vouloir clairement être malade aussi. Ah bon, alors ça Cette volonté d'avoir toujours quelque chose qui ne va pas. Ça peut arriver aussi qu'on dise... C'est quand même beaucoup le cas. Quand je me plains, on me regarde, on s'intéresse à moi, on me protège, on vient vers moi. Tout et si j'arrête de me plaindre, les amis, ils disent, bon, il va bien, elle va bien. C'est aussi François Roustan, La fin de la plainte, non ? Oui, c'est un livre de François Roustan, je l'adore. Absolument. Mais je vous dis, j'ai étudié ça depuis longtemps et j'aime. Travailler dur. Oui, mais pas pour cet exercice-là, pour moi, pour ma vie, forcément. Absolument. C'est très, très intéressant parce que je parle beaucoup de moi dans ce podcast parce que c'est comme ça qu'il est fait. Oui. Mais j'ai eu cette addiction à la consultation et à chercher le bon thérapeute. J'ai fait des thérapies psychédéliques, j'ai vu beaucoup d'ostéos, d'énergéticiens, de médiums. Vraiment, j'étais dans tous les sens. Oui. Et je me suis rendu compte que là, ça faisait au moins 2 ans ou plus que je n'avais jamais eu envie de consulter. Oui. Et donc, je vois bien que c'est un chemin, mais peut-être faut-il passer par là pour arriver à ce moment où on se dit, attends, de toute façon, je les ai tous vus, il n'y a que moi qui ai les réponses. Et ça, c'est l'hypnose aussi. C'est moi qui ai la réponse. Oui, parce que en fait, vos consultations, enfin votre chemin à vous, c'était je voudrais aussi savoir, voilà. Et vous avez approfondi finalement comme un soignant qui a envie de comprendre toutes les différentes techniques pour voir quel est le substrat qui est efficace. Et le fait est que c'est toujours le même. C'est moi. C'est-à-dire, voilà. Et puis, il y a les ressources, bien sûr. Mais les chemins thérapeutiques ne reposent que sur quelque chose qu'on appelle hypnose, mais peu importe le nom, qui est je peux modifier la perception que j'ai de quelque chose. Je peux voir mon enfance autrement. En fait, moi, je suis très bien. C'est les parents qui étaient bizarres. Et je peux donc modifier une vision pour pouvoir enfin lâcher une souffrance, le passé, les peurs. C'est merveilleux. C'est vraiment... moi, je trouve que l'hypnose apporte un changement de perception. Après, c'est pour ça que je la compare au psychédélique, parce que les portes de la perception, pour moi, il y a un éveil. En fait, il y a quelque chose qui fait, attends, j'ai toujours cru que j'étais une mauvaise personne, que j'étais coupable de ci, que j'étais un addict, donc quelqu'un qui n'avait pas de volonté. En fait, soudainement, tu regardes le truc à l'envers, tu te dis, mais pas du tout, en fait. Et puis, cette addiction, elle est venue me dire quoi ? Que j'étais quelqu'un de spirituel qui cherchait quelque chose et qui n'avait pas trouvé les bons outils, en fait. Et du coup, je vais chercher les bons outils. Et en cherchant les bons outils, j'abandonne les mauvais. Oui, bravo. Et c'est de nourrir la fameuse métaphore des 2 loups qui sont en nous. Et il y en a un qui est méchant, acariâtre, mauvais et un bon loup. Et le petit garçon demande à son grand-père, d'accord, mais lequel gagne à la fin ? Il dit celui que tu nourris. Ah oui, ok. Voilà, c'est effectivement, il y a proverbe beaucoup amérindien. Et ce qui montre bien que c'est universel. Oui. Voilà, puisqu'on retrouve ça dans des contes, dans des fables. Parce qu'on l'a en nous, tout le monde le sait, l'ange du bien, l'ange du mal. Et en fait, on dit le cœur et la tête. Il faut arrêter tout ça. Moi, je pense qu'il faut plutôt nourrir le bon et le mauvais s'évapore. Voilà. Absolument. Mais c'est long, hein. Oui, c'est long, mais... On veut des miracles aujourd'hui. Quelque chose qui nous préoccupe, enfin, qui préoccupe les humains. Voilà, les Grecs ont aussi travaillé là-dessus. Complètement. Bien sûr, Socrate, c'était tout à fait... il fallait se connaître soi-même pour connaître les dieux et le ciel. Oui, et en travaillant ça, on voit que ça nous a tous préoccupés et c'est bien d'avancer sur ce chemin. J'entends que vous avez eu vraiment envie d'avoir un éclairage et ça peut être très thérapeutique. C'est pour ça que je dis que les addicts ont de la chance parce qu'on est tellement dans une souffrance et dans une confrontation à la mort qu'on n'a pas le choix. Oui. Donc moi, je viens de ça et j'ai tellement souffert de dépression, d'addiction que j'ai tellement eu envie de mourir que je veux dire à un moment donné, soit on meurt, soit on dit ok, maintenant je veux vivre. Et comment vivre, comment retrouver... voilà. Et d'ailleurs, on va parler de philosophie, parce que vous en parlez dans la partie 3 du livre, justement de vos échanges avec François Roustan, c'est la philosophie et le soin. Il y a quelque chose aussi, la philosophie. Moi, Spinoza a ouvert la voie pour moi de la joie et de me dire que c'était possible de me connecter à plus grand que moi et à la nature. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la spiritualité et de la philosophie. Alors, c'est vrai que, ça dépend des études, mais c'est vrai que dans les études au lycée, il n'y a pas beaucoup de philosophie. Hier, je rencontrais
une patiente, voilà, qui est aussi prof de philo. Wow. Et je lui dis, mais moi, j'ai adoré. Mais je lui dis, mais est-ce qu'on en fait un petit peu plus au lycée de la philo? Elle me dit non, ça n'a rien C'est dingue, changé, hein. c'est toujours très peu. Je lui dis, mais c'est vraiment un manque pour nous, parce que c'est vrai qu'on a besoin de savoir compter, de savoir l'anglais, de savoir faire de la chimie, mais les mathématiques. Mais on a aussi besoin d'avoir une profondeur. Bien avant le lycée même. Ça devrait être étudié en primaire, la philosophie. Probablement. Qu'est-ce que la joie? Frédéric Lenoir le fait très bien avec les enfants. Absolument. Et Fabrice Midal, votre ami aussi. Voilà, non, ce chemin, c'est pas un chemin juste pour être cultivé. Non, c'est pour nous éclairer. Et ça rejoint un peu ce travail, voilà, que j'ai fait dans ce livre sur une nouvelle voie. On développe beaucoup le mode maîtrise, et heureusement, intellect, je veux saisir, je veux analyser. Je veux être etc. la meilleure version de moi. Voilà. Et puis, on a besoin de l'autre qui ressent. C'est-à-dire, j'ai le droit aussi de ressentir un paysage, une musique, une amitié. Et ça n'est pas... Et ça, ce sont les philosophes qui l'ont beaucoup développé. Et en lisant, et on ressent ce qu'ils ont dit, et on voit qu'effectivement, ça nous touche tous, et c'est cet équilibre-là qui nous intéresse. Vous en parlez très bien au début de l'ouvrage, justement, la nouvelle voie pour guérir. Les 3 modes. Oui. Et c'est très important, ça. Voilà, c'est physiologique. Il y a donc le mode mental qui est très développé à cause de notre cortex. Il y a le mode sensoriel que nous avons à développer qui est je ressens, est-ce que je suis à ma place, est-ce que je me sens en bonne amitié, en bonne complicité, est-ce que je ressens le paysage, l'animal. Et puis au milieu, il y a le mode confusion qui sert à traverser les deux et je brouille un pour passer dans l'autre et je rebrouille l'autre pour passer dans l'un. Et en quelque sorte, c'est ça l'équilibre, c'est la liberté de passer à là, laisse-moi tranquille, j'ai un travail à faire, un devoir à faire, il faut que je réfléchisse, que j'analyse bien, ok. Et après, il faut lâcher, donc je mets de la confusion pour repasser dans tiens, je vais me mettre de la musique parce que là, j'en peux plus. Tiens, je vais aller faire du sport. C'est bon, je retrouve le corps. Donc, on passe notre temps à faire du va-et-vient. Et les pathologies s'installent lorsque ça commence à verrouiller ou ça ne fonctionne plus. Qu'on passe plus dans un mode, on reste bloqué dans un mode. Je reste bloqué dans le mode, souvent le mental. Ah oui. Et j'arrive plus à à lâcher. D'ailleurs, on dit tout le temps ça. Lâche prise. On dit, lâche prise, voilà. Pour dire comme c'est d'une... Et si je lâche pas, les pathologies arrivent. Addiction, douleur, phobie. Et c'est toujours pareil, c'est pour me faire lâcher. Mais j'entends pas. J'arrive pas. Je vais soigner ma phobie, je vais soigner mes douleurs, mais j'ai toujours pas compris que c'était juste un message du corps qui dit que, attends, mais si tu lâches ton perfectionnisme, si tu lâches tes exigences, tu vas voir. Moi, le corps, je vais me détendre et tu n'auras plus ni peur, ni angoisse. Mais alors comment, concrètement, moi, je vois des gens très perfectionnistes et je trouve ça génial de travailler avec eux, d'ailleurs, parce que j'ai de la chance. Moi, je ne suis pas perfectionniste du tout. Enfin, on me dit que oui, parce que quand j'aime un sujet, j'ai des lubies, je suis une addict, je vais à fond. Oui. Mais je passe vite. Après, je me dis, OK, ça, je connais, ça me saoule, je passe à autre chose. Oui. Mais il y a des gens vraiment qui veulent faire les choses tout le temps extrêmement bien. Et quand on leur dit lâche, c'est pas grave, oui, mais comment ? Voilà, c'est pour ça qu'il faut consulter. Soit il faut être tout seul, soit il consulte, mais pas pour consulter. Non, mais je veux dire, l'hypnose, c'est là que ça intervient. Exactement. Qu'est-ce que vous conseillez clairement, concrètement ? Moi, je vais vous dire des généralités, parce que à chaque personne, on fait différemment. Mais l'objectif général, c'est de pouvoir accepter l'imperfection. Donc, je lâche et si j'accepte l'imperfection que j'ai, je vais faire en acceptant de ne pas être admiré, de rater. J'accepte l'échec, j'accepte de ne pas plaire à tout le monde. Donc là, je fais la liste, mais à chaque fois, on voit ce qui convient à la personne qui est devant nous. Et si j'accepte de ne pas convenir à tout le monde, de ne pas plaire, de rater, de peut-être, l'incertitude, on verra, je fais de mon mieux, la personne va dire « Ah d'accord ». Et ça, c'est en séance que vous essayez de perdre l'objectif de perfection. Un jour, une dame me dit « Ah non, moi je veux être parfaite et je fais tout pour… » Je lui dis « Donc vous êtes parfaite ?» Elle me dit « Oui, absolument. » Et alors je lui dis « Vous pouvez m'expliquer des choses importantes en chimie biologique ?» Elle me dit « Non, ça, je n'y connais rien. »
Et en architecture, elle me dit non plus. Je lui dis, bon, alors vous êtes nul. Et bon, elle aussi, elle s'est mise à rire. Elle dit, non, ça va, j'ai compris. Ouais. Je lui dis, ben voilà, vous êtes nul dans plein de domaines, donc vous êtes imparfaite. Donc, vous acceptez d'être nul dans plein de domaines. Elle me dit, oui, ben voilà. Je lui dis, ça commence, vous êtes sur le chemin, vous acceptez d'être comme vous êtes. C'est-à-dire, je fais de mon mieux, mais je ne peux pas faire plus, et puis j'accepte accepter d'être imparfait, qu'on me mais fait des reproches. Est-ce que de se dire qu'on est parfait tel qu'on est aussi peut fonctionner? Parce que moi, je pense que la nature est parfaite quand on la regarde. Pourquoi pas nous, puisqu'on on fait partie de la nature? Alors, la nature, elle est essentiellement imparfaite. Ah, Quand on se promène dans une forêt, c'est un désordre incroyable. Les arbres sont pas alignés. ah. Ils sont pas tous pareils. Il y en a un qui gêne un autre. Il y a une branche qui est morte. Il y en a un qui va tomber. Il y en a un qui pousse. C'est une pagaille Non, mais monstre. ça, c'est notre jugement. Mais je veux dire, elle est parfaite. Eh bien, on aime qu'elle soit imparfaite. Voilà. Et c'est ça qu'on veut arriver à faire Et avec tout nous-mêmes. est dans le désordre. Et la vie, c'est du désordre. Exactement. C'est comment on appelle ça? La négantropie. Voilà. Ah là là, j'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps, il est ressorti là. La négantropie, c'est justement la perfection du désordre de la nature. C'est quelque chose comme ça. Bon, je vais vérifier, mais je ne vais pas dire de conneries non plus. Mais si on regarde même plus large, avec tout ce qu'on voit comme horreur, comme guerre, comme conflit, comme haine, du coup, on dit « Ah oui, d'accord, donc là, tout sur Terre est complètement tordu, Et nous, on voudrait malade. » être parfait. Et voilà, on voudrait, mais on n'a pas de pouvoir. Donc, ce qui se passe sur Terre, c'est comme nous. Et surtout, j'ai quand même l'impression que plus les gens veulent être parfaits et imposer leur perfection, plus c'est la merde. Ah bah oui, parce que c'est inaccessible. Inaccessible. Puisque si je veux être parfait, je vais embêter tous les autres et je vais m'isoler et je vais déprimer parce que je dirais, j'y arrive pas en fait. Il y a une phrase que vous avez prise à Bill Gates dans votre livre, je la trouve géniale. C'est « Le problème n'est pas d'avoir des idées nouvelles, mais de se débarrasser des anciennes ». Ah, oui, elle est dans d'accord. votre livre, je l'avais presque oubliée, j'ai l'impression. Super. Donc Oui. l'hypnose, c'est apprendre à oublier aussi? Vous avez dit ça tout à l'heure, que pour être à peu près bien, je peux être un peu dans le passé, mais pas longtemps. Je ne dois pas y séjourner. Je dois aller dans l'avenir, mais pas longtemps, parce que je ne le connais pas non plus. Et ensuite, revenir dans le moment présent, parce que c'est là qu'on vit. Comment vous faites, vous? Quels sont les exercices pour être dans le présent? Oh ben, c'est très simple. Si on dit à la personne qui évoque trop le passé, il dit, mais vous pouvez ressentir le siège, votre respiration, ça c'est le présent. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Un jour, comme ça, c'est anecdotique, un patient consulte François Roustan et il écoute ses plaintes. Il y avait vraiment beaucoup de souffrance, hein, donc il faut écouter, bien sûr. Puis au bout d'une demi-heure, voilà, François Roustan le regarde et dit « Monsieur, j'ai bien entendu tous vos problèmes, mais vous n'êtes pas là. » Le patient, il dit « Mais si, je suis là. » Il dit « Non. » Et bien alors, il dit « Je fais quoi ?» Je lui dis « Soyez là. » Et après, il dit plus rien. Et le patient ferme les yeux et il se met à être là, présent. Et il ouvre les yeux au bout de 20 minutes. Et il dit, j'ai jamais été aussi bien depuis des années. C'est-à-dire, il l'a pas ni critiqué, ni rien. Il lui a juste dit, il n'est pas là. Donc, c'est parce qu'il est revenu dans le moment présent, dans sa respiration, dans ses bras, dans ses jambes, que sa tête s'est vidée. Et qu'il a dit, ah, mais j'existe. Ah, mais je ne suis pas dépendant de tout le passé que j'ai souffert, puisque j'arrive à être dans le moment présent, accompagné par quelqu'un qui est attentif, qui m'a bien entendu. Et le soulagement est venu parce qu'il a pu ressentir le présent est bon par rapport au passé de souffrance. Et ça l'a complètement transformé. Et il a suivi comme ça la thérapie et il a compris que c'était le présent. Voilà, moi, ça m'émeut beaucoup parce que c'est vraiment, ça a l'air facile comme ça, parce que moi, si on me l'avait dit au moment où j'allais très mal, j'aurais dit, mais va-t'en, dégage avec ton présent. Pour moi, chaque seconde était une éternité que je voulais voir s'arrêter d'une façon ou d'une autre. Oui.
Aujourd'hui, ça m'arrive souvent, et mes amis d'ailleurs se moquent en général de moi, mais ça, je l'ai encore dit sur scène la semaine dernière, je dis c'est le plus beau jour de ma vie pour aujourd'hui. C'est-à-dire je suis dans un présent qui me donne envie de pleurer. Et je sais que je suis dans le présent quand je suis dans l'émotion du présent, quoi. Et là, vous me racontez quelque chose et je suis heureuse de ressentir je me dis quelle chance d'être dans le présent. Parce qu'il n'y a que là qu'on peut être heureux. Mais c'est aussi là qu'on vit. C'est là qu'on vit et c'est là qu'on crée, surtout. Je veux dire, tu ne crées pas dans le passé, tu ne crées pas dans l'avenir. Si tu veux créer quelque chose, si tu veux changer quelque chose, c'est maintenant. Voilà, le passé est mort et l'avenir n'existe pas. Donc, mais ça a l'air facile comme ça. Mais c'est ça qui est chouette avec l'hypnose, c'est qu'on dit « ça a l'air facile ». Mais c'est facile, en fait. C'est accessible parce qu'en fait, on redevient animal. L'animal, il est dans le présent. Merveilleux. Il ne dit pas « qu'est-ce qu'on m'a fait comme chirurgie ?» Je ne crois pas que mes moustaches pourraient être un peu plus touffues. Voilà, il ne va pas dans l'avenir. C'est quoi ma carrière ? Donc, je suis là pour être un guépard et c'est tout. Il est là puisque son cortex est moins... Voilà. Et si on veut bien redevenir animal, enfin une façon... En tout cas, ce qu'il y a de bon chez eux. Voilà, on dit, ah ok, donc j'existe et c'est tout. Et est-ce qu'un loup se prend la tête pour dire je suis un méchant loup parce que je bouffe des poules ? Non. Non. Non, mais c'est vrai, l'être humain a du mauvais en lui et j'ai l'impression que tant qu'on n'acceptera pas qu'il y a des monstres en nous aussi, parce que sinon on ne verrait pas tout ce qu'on voit. Hein. Et il faut l'accepter aussi. On veut penser que les gens sont bons, mais non. Oui, j'ai des amis qui ont un poulailler, parce que vous l'avez évoqué. Régulièrement, les renards se glissent d'une maison à l'autre, dans le jardin bien sûr, et un jour ils ont mangé tous les poules, sauf un ou deux qui s'étaient sauvés, on ne sait pas où. Donc, et moi je dis, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mettre des pièges pour les renards ? Et il me dit, non. Je dis quoi ? Il me dit, mais non, ils sont normaux, comme vous venez de dire. Ils voient des poules, ils mangent les poules. Donc, ils ont qu'à... Ils protègent les poules. Voilà. Et c'est mieux que les humains qui, eux, sont capables de tuer non pas 5 poules, mais 10 000 poules. Alors, en envoyant des bombes, des fusées. Alors, les humains, eux, ils ont une violence incroyable. Le problème, c'est qu'on veut changer des choses qui ne sont pas changeables et on ne veut absolument pas bouger des choses qu'on devrait changer. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant d'essayer de commencer à regarder qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui dépend de moi ou pas. On est chez les stoïciens. Qu'est-ce qui dépend de moi ou pas. Souvent, on s'aperçoit que dans le monde actuel, les gens essayent plutôt de changer les choses extérieures. D'ailleurs, ils pensent qu'ils vont être plus heureux avec une plus belle voiture ou ils vont être plus heureux s'ils deviennent des grands méditants. Alors qu'en fait, c'est à l'intérieur seulement qu'on peut changer les choses. C'est ça, il faut accepter de se critiquer, de dire « Ah, je ne suis pas bien à ma place. Ah, ma façon perturbante. » Donc, si on accepte de dire « C'est pas l'autre qui est tordu, peut-être c'est moi », ça nous permet d'évoluer. Et je crois que c'est un peu ce que vous avez fait pendant des années, à force de consulter. C'était pour dire, est-ce que je pourrais améliorer ma présence ? Est-ce que je pourrais enlever des pensées tristes ? Est-ce que je pourrais me débarrasser d'une emprise ? Et toute l'hypnose, c'est ça. L'hypnose, la thérapie, bien sûr. Il y a des emprises qui peuvent être des emprises de pensée. Ça peut être du passé, ça peut être des drogues, ça peut être des peurs. Et je voudrais la liberté. Et c'est quelque chose qui n'est pas répandu, puisqu'un jour, en amphithéâtre, on travaillait avec François Roustan, et les personnes disent « Bon, alors voilà, nous, on est là parce qu'on voudrait apprendre comment travailler sur la douleur, etc. » Et que libérer la personne de ses souffrances. Et François Roustan, dans l'amphithéâtre, il dit « Si les humains avaient envie de liberté et de bonheur, ça se saurait. » Et les gens, ils écoutent, ils sont sidérés. Ils disent « Attendez, vous dites quoi là ?» Il dit « Si les humains voulaient vraiment la liberté et le bonheur, ça se saurait. » Sous-entendu, voilà. Sous-entendu, c'est pas répandu. Il y a que quelques personnes, voilà, comme vous, qui ont décidé mais pas tout le monde. Encore faut-il savoir que c'est ça qui va faire de notre vie quelque chose de magique. Parce qu'on pense quand même que quand on dit à quelqu'un « c'est quoi ton rêve ?» j'en sais rien, on va dire énormément de choses.
de tomber amoureux ou de gagner au loto ou d'avoir du succès. On a des rêves comme ça, moi je les ai eus et j'ai eu la chance en plus de les réaliser, donc c'est ça qui m'a permis aussi d'aller vers d'autres rêves en fait. Peut-être que si j'avais jamais connu le succès avec la musique, je serais encore en train de le chercher. Donc j'ai aussi une chance aussi folle d'avoir connu des choses, c'est comme gagner au loto en fait. Ouais. Et en fait, ça a été tellement long de comprendre que c'était la liberté et la joie qui allaient... Je n'étais pas en quête de liberté et de joie, c'est que la liberté et la paix allaient m'apporter la joie et la liberté. Voilà. Donc j'ai cherché la paix. Mais aujourd'hui, je peux pleurer tout le temps quand je me dis, c'est fou que j'y sois pratiquement arrivée, parce que c'est très rare que je sois triste. Enfin, je peux avoir des émotions de tristesse, mais je veux dire, cette joie ne me quitte jamais. Et en fait, ça, c'est un truc que j'aurais jamais cru. Et donc, c'est pour moi quelque chose aussi, un espoir que je veux donner aux gens. Et l'hypnose a fait partie du chemin. Donc, c'est très important, je le souligne. Pour finir, comment est-ce que vous expliquez que malgré les succès et les résultats observés, prouvé, ça reste encore marginal dans les cursus d'abord universitaires, voilà, déjà ça, et puis que les gens préfèrent aller consulter un énergéticien ou un ostéo, voilà. Oui. Oh, la raison est simple, c'est qu'on fait très confiance en Occident aux scientifiques. Oui. D'ailleurs, l'hypnose, c'est... comment on va dire, c'est bien développé dans les endroits où on prouvait la réalité et l'efficacité. C'est-à-dire la douleur, le bloc opératoire. Il y a eu beaucoup d'études cliniques, je crois plus de 500 études, qui ont montré que oui, ça pouvait aider quelqu'un au bloc opératoire. Vous opérez sous hypnose, on ouvre des crânes sous hypnose. Voilà, ça arrive qu'il y a certaines chirurgies où on anesthésie loco-régionale, on ajoute l'hypnose, on ne fait pas que... Et du coup, beaucoup d'anesthésistes, de scientifiques ont dit « Ah ok, super, ça marche, donc ça vaut la peine ». Sauf que, malgré tout, ça reste quelque chose qui n'est pas maîtrisable. Puisque et quantifiable. Voilà, et je ne suis pas sûr que ça va fonctionner avec ce patient, alors que si je pousse la seringue d'un anesthésique, c'est sûr que le patient va tomber. Et là, je ne sais pas. Et ça peut énerver, parce que dire « Ah, tu sais pas si ça va convenir ?» Ben non, je sais pas si la personne va bien vouloir accoucher sous hypnose. Je sais pas si elle va arrêter de boire, de fumer. Je sais pas. J'espère. Alors qu'il y a des techniques médicamenteuses, des forçages, on pourrait dire, qui, eux, sont évidemment efficaces. Donc, c'est la raison pour laquelle l'hypnose restera toujours un peu bizarre. Il faut qu'on évolue sur aussi ce besoin de certitude. Très appliqué, très utilisé par des personnes qui acceptent le doute et l'incertitude. On dit, écoute, on verra. Et qui font confiance aux humains. C'est ça qui est le plus beau, surtout, c'est de se dire que la vie, elle a tellement de surprises pour nous que de se laisser porter aussi par quelque chose en se disant, on verra bien. Mais si on reste dans l'attitude occidentale qui est « je veux tout comprendre, je veux tout savoir », ce qui a fait beaucoup progresser, bien sûr, on risque de ne pas s'intéresser à une approche qui, elle, est bizarre, est aléatoire, est incertaine. Nous, on veut des certitudes pour progresser. Mais vous voyez, en fait, la vérité, c'est que ces deux modes nous intéressent. Oui, il ne faut pas en éloigner un. Voilà, les deux sont bien. Je ne dois pas lâcher l'un en disant c'est l'autre qui... Non, les deux sont bien. Comprendre, analyser, approfondir. Oui, c'est bien, mais la maîtrise, c'est bien. Et la non-maîtrise, c'est bien aussi. Donc, pour en terminer... Puisqu'on parlait des médicaments beaucoup dans ce podcast, c'est important aussi parce que les médicaments, je n'avais pas fait d'épisode et je pense que c'est quand même nécessaire. Aujourd'hui, vous voyez des résultats quand même tangibles sur le sommeil. Vous avez écrit mieux dormir. Enfin, vous savez très bien, moi je le sais très bien, qu'on dort mieux quand on médite et quand on fait de l'hypnose. On a moins mal, on est moins sensible à la douleur. Donc les résultats sont là pour un peu réduire la part médicamenteuse. Alors, on fait très confiance à l'ambiance actuelle qui est que avant, on nous adressait des patients quand tous les médicaments avaient échoué. Et après, on dit, vous allez faire une hypnose. Et c'était compliqué parce que les patients venaient avec des doses médicamenteuses très importantes. Aujourd'hui, depuis quelques années, ça a changé, c'est vrai. Je vois des patients qui viennent avant de prendre des médicaments et disaient, alors on va peut-être vous donner, mais pas grand-chose. Tentez déjà cette approche-là, et si vraiment ça ne marche pas, vous revenez. Donc l'ambiance a changé parce qu'on fait moins confiance, on a compris que les effets secondaires étaient problématiques.
Donc, l'ambiance, c'est quand même de moins prescrire, vu toutes les infos que vous avez données dès le début, où on voit que quand même, les labos nous incitent un peu trop. Et donc, on a confiance de plus en plus dans les ressources, dans les capacités, dans des pays modernes. Mais vraiment, on va s'adapter à chaque patient, bien sûr. Il y a des patients qui ont des pathologies et qui n'ont jamais voulu par eux-mêmes prendre un médicament. Et l'autre, il s'est laissé faire dans la même pathologie. Voilà. Et on s'est dit, mais pourquoi il y en a un qui a accepté, l'autre qui a refusé? Et alors, lequel va mieux? Eh bien, c'est pas celui qui prend. C'est celui qui prend pas qui va mieux parce que la personne a utilisé des capacités, n'a pas dramatisé, n'a pas les effets secondaires d'être complètement ramolli par trop de drogue. Du coup, on se dit, bon, alors donc on peut peut-être tenter d'abord cette approche, plutôt que de se laisser tout de suite conduire dans des chemins de souffrance, d'inquiétude, de dépendance, c'est vrai. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien bien complet et très intéressant. Je pense que c'est un bon espoir pour tous les gens qui aimeraient se débarrasser de ces pilules. Bien, merci de votre invitation. Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Benayem. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre qui s'en inspire mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.